Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je salue évidemment nos internautes à distance et je suis très heureux d'accueillir ce soir John Ikenberry, comme vous le savez, un grand théoricien, spécialiste des relations internationales aux États-Unis, avec une longue carrière académique, même s'il a été aussi, à certains moments de sa vie, notamment associé au département de policy planning du département d'État. Il a été, après des études en Indiana, à l'université de Chicago. Il a passé son PhD à Chicago et ensuite, comme aujourd'hui, professeur à l'université de Princeton. Il a été aussi à Georgetown, très long parcours académique, co-directeur de l'Institut Lauder et, comme je le disais, membre de plusieurs groupes de réflexion du département d'État, membre de la commission Kissinger-Summers et membre aujourd'hui de l'Académie américaine des arts et des sciences. Vous connaissez évidemment sa longue, riche bibliographie, je ne pourrais pas tous les citer, After Victory en 2001, Liberal Léviathan en 2011, A World Safe for Democracy en 2020 et toujours en 2020, un ouvrage collectif dirigé avec Michael Gording, The Age of Hiroshima. C'est évidemment, il est connu pour toutes ses réflexions, ses analyses sur les relations internationales, l'ordre libéral, la remise en cause aujourd'hui de cet ordre mondial. On l'avait aussi en France à plusieurs fois repéré du fait de ses positions au moment de l'administration Bush, critiquant cette forme, j'allais dire, d'impérialisme non productif ou au contraire même très destructeur de cet ordre libéral et démocratique mondial. Cher John Ikenberry, on est vraiment très heureux, très honoré de vous recevoir dans ce cycle de conférences cette année. Les règles, vous les connaissez. Et je prolonge un peu l'introduction de façon à ce que tout le monde s'assoie et que vous ne soyez pas dérangés par la suite. Vous avez le temps de votre conférence, 45 minutes, le temps que vous voulez. Ensuite, peut-être un échange de vues que nous aurons tous les deux. Et puis, très largement, c'est l'habitude ici, la discussion avec la salle, avec en priorité les questions des étudiants, mais aussi pour les autres auditeurs, la possibilité de poser des questions. Je vous salue toutes et tous et sans tarder, je vous passe la parole en vous remerciant encore beaucoup de votre présence. Thank you. Merci, monsieur le directeur. Je suis très content d'être ici. Merci à tous d'être venus. Je sais que vous êtes très occupés, donc cela représente beaucoup pour moi que vous veniez pour cette discussion et j'ai hâte d'entendre vos réflexions et j'espère pouvoir provoqué par ce que je vais dire la conversation. Et donc, je vais dire ce sur quoi nous sommes vraiment d'accord. L'ordre mondial est en crise, nous pouvons le voir dans le monde entier. Le désordre est en plein essor, nous avons des données qui le prouvent. Les conflits augmentent, il y a aussi des données qui le prouvent. Ce que dans les relations internationales nous appelons le problème de l'anarchie réapparaît aussi, des choses que nous pensions avoir mis derrière nous. La balance de pouvoir se déplace, la course aux armements, les revendications territoriales. Il semble que nous en soyons à un moment charnière dans l'histoire du monde où la palette des avenirs possibles semble s'être élargie. Si vous pensez à une période de l'histoire depuis les années 90, vous pourriez dire que la palette des futurs possibles, à l'époque, était assez restreinte, mais maintenant, elle s'est bien élargie entre l'ordre et le désordre, y compris aux États-Unis, où, selon ce qu'il va se passer en novembre, les États-Unis et, par extension, le système international pourraient supposément, malheureusement, aller dans des directions différentes. Il y a donc énormément de possibilités de façonner l'avenir et nous ne savons tout simplement pas ce qu'il va se passer. Dans ce processus, ceux qui étudient les relations internationales à ce moment assez chargé posent les questions les plus fondamentales de notre discipline. Quelles sont les sources d'un ordre stable? Alors, je vais faire défiler ma présentation. Quelles sont les fondations les plus fondamentales de cet ordre mondial? Là encore, on relie
Hans Morgenthau et E.H. Carr. Je viens de lire une traduction anglaise qui vient d'être publiée pour la première fois de Raymond Aron, de sa dernière conférence ici en 78 sur le sujet de l'égalité et de la liberté. Et cela montre qu'entre son époque et notre époque, les sensibilités quant à un ordre libéral de la guerre froide, avec une sorte d'équilibre régulier pour essayer de trouver une voie vers l'avant. Et donc, on se retourne pour trouver de l'aide auprès de ceux qui sont passés par ces grandes périodes. Est-ce que la démocratie peut faire son retour? Est-ce que les États-Unis et la Chine peuvent trouver les conditions de coexistence? Et pour moi, pour mes travaux, quel est l'avenir de l'internationalisme libéral, à savoir l'organisation coopérative du système international et la poursuite de la réforme du système international par les démocraties? Est-ce que la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza sont un signe de la fin ou du renouveau de l'ordre libéral occidental? Autant de questions que nous nous posons aujourd'hui. Dans ma conférence, je vais adopter un point de vue long et mon argument sera que l'internationalisme libéral, que je vais définir plus avant dans un instant, et l'ordre libéral international ont encore un avenir, et je vais faire cela en adoptant un point de vue long, en me retournant vers le passé pour pouvoir me tourner mieux vers l'avenir. L'ordre libéral, l'ordre international libéral n'a pas commencé en 1989 et même pas en 1945. Il s'agit d'un cycle beaucoup plus long, d'une tradition de 250 ans, une histoire de la dédémocratie libérale aux prises avec leur propre sécurité, mais aussi la façon de construire cet ordre de différentes façons à plusieurs étapes dans cette histoire. C'est plus une question d'une lutte que d'une victoire. Ce n'est pas une marche vers un monde meilleur, c'est une lutte continue. En chemin, pendant ces 250 ans, les démocraties libérales ont connu des âges d'or et des crises, des moments vraiment extrêmement délicats, des luttes avec des États illibéraux qui n'ont pas simplement changé l'ordre libéral, mais aussi la façon dont les démocraties libérales ont vu leur propre politique. Et puis les années 30 et 40, quand les démocraties libérales, la France, la première, mais nous tous, ont été confrontés à ce que l'on pourrait appeler un moment d'extinction où il restait 6 ou 7 démocraties libérales dans le monde. Ces crises, ces moments charnières ont émaillé notre passé, peuvent être utiles pour penser l'avenir. En écrivant cet ouvrage que je viens de publier, A World Safe for Democracy, un monde en sécurité pour la démocratie, j'ai été influencé par l'historien de Columbia, Harry Knudsen, qui a écrit un livre qui s'appelait Désolation et lumière. Un livre qui traite de la génération de 1945, la période pendant laquelle cette génération de libéraux venait de sortir de la guerre. Mais c'était plus que la guerre, une période de 15 ans pendant laquelle il y a eu la Grande Dépression, l'essor du totalitarisme, l'essor du fascisme, l'essor de la guerre totale, c'est un terme qui a été inventé par Raymond Aron, la Shoah et bien sûr le premier bombardement atomique. Et Katznelson raconte l'histoire de la façon dont les démocraties libérales et les libéraux, comme façon de voir le monde, de penser le monde, se sont sortis de cette crise pour construire quelque chose de nouveau, et c'est ce qu'il chronique dans son ouvrage. Et il y a eu ce moment de réinvention, de renouveau, où l'on se relève, où on s'époussette et on réimagine ce que peuvent être les démocraties libérales et comment on habite cet espace libéral international. Et d'une certaine façon, c'est l'histoire que nous pouvons apporter à la question actuelle pour savoir si l'ordre libéral international a un avenir. Ici, je vais développer 3 arguments dans ma conférence ce soir. Tout d'abord, je souhaite dire, comme dans mon ouvrage, que l'internationalisme libéral a des racines profondes dans l'ère moderne.
qu'il a une certaine gravité politique et intellectuelle. Il est à côté du réalisme, John Mearsheimer, et son point de vue, le marxisme, la théorie critique. Il s'agit d'un corpus d'idées et de façons de penser le monde et de programmes pour agir au sein du monde qui a des racines profondes, respectées et qu'il convient d'apprécier complètement dans ce corpus de réflexion. Deuxièmement, l'internationalisme libéral en tant que projet pour essayer de construire un ordre a connu certains échecs, bien souvent des échecs notoires, mais aussi certains accomplissements, et il convient d'en défendre les réussites. D'une certaine façon, pour les libéraux et les internationalistes libéraux, ce qu'exige l'époque, c'est qu'on leur montre dans un miroir quel a été le passé récent. Voici le monde dans lequel nous venons de vivre. Il pourrait être pire, il s'agit de le protéger. Et ensuite, on peut dire et on peut développer le fait qu'au XXIe siècle, le monde voudra plus d'internationalisme libéral et pas moins. Et si l'on voit cela comme une façon de construire de l'ordre dans le monde, on peut en voir la véritable nature, pragmatique, tournée vers les réformes, opportuniste, pour résoudre les problèmes, autant de caractéristiques que l'on retrouve dans sa tradition. Il met le multilatéralisme et la résolution collective de problèmes au cœur des problèmes de notre époque. Et aucune autre vue du monde ou idéologie de l'ordre mondial ne met cela en son centre. Le monde aura donc besoin de plus de coopération libérale et pas moins. Et il est vrai que nous en sommes à une période où il n'y a pas qu'une seule crise. Il y a tellement de parties en plein mouvement complexe dans ce monde de fragmentation et de bouleversement qu'il y a au moins 3 crises avec lesquelles nous sommes aux prises, qui se déroulent et qui interagissent en même temps. Tout d'abord, la crise de la géopolitique, ce que l'on appelle le retour à la politique des grandes puissances. Cela se voit dans les transitions de pouvoir mondial, ce que l'historien de Yale, Paul Kennedy, appelait le déplacement des poids et des équilibres dans le monde. Les États-Unis et leurs alliés sont confrontés à l'essor de la Chine, et une sorte d'approche opportuniste et agressive, marquée par le rejet de la Russie, et aussi autant de façons de saper l'ordre mené par l'Occident que nous connaissons depuis plusieurs décennies. En effet, la Chine connaît une transition de pouvoir tout à fait difficile car elle est triple. Une transition de l'Occident à l'Orient, d'un pays capitaliste à un pays socio-démocratique et à un pays ouvert, à un pays fermé. Et donc, il faudra toutes les ressources et les talents des diplomates et des penseurs pour gérer cela. Comme si c'était la seule crise que nous connaissions. Et ensuite, il y a la crise de la modernité, un faisceau de crises qui est dû à l'intensification des problématiques et des interdépendances sociales, économiques et écologiques, l'ère de l'Anthropocène, le climat, les pandémies, les armes de destruction massive, les problèmes liés à l'interdépendance qui se compliquent encore et dans lesquels les anciennes règles de la coopération, du multilatéralisme, même s'il s'agit encore de les protéger pour résoudre les problèmes du passé, tout cela devra être adapté à ces nouveaux problèmes. On ne peut pas être en sécurité seul, on ne pourra être en sécurité qu'ensemble. Voilà ce que nous a appris l'internationalisme libéral et c'est justement ce qui ressort de nos discussions quant à la crise de la modernité et puis la crise de la démocratie libérale, l'affaiblissement du système à l'occidental libéral, le délitement de 80 ans de coalition de la croissance entre gauche et droite, les compromis de classe, la politique centriste, tout cela s'affaiblit, notamment dans mon pays. Des préoccupations profondes qui sont encore plus profondes que cela, toutes les valeurs des Lumières, vraiment les valeurs des Lumières, les sociétés ouvertes, l'état de droit, la libre pensée,
la société civile. L'internationalisme libéral est une façon de voir les possibilités qu'aurait une société ouverte de fonctionner dans un monde ouvert. Et il est de plus en plus difficile d'imaginer comment on peut faire cela sans parvenir à des compromis profonds et une certaine adaptation au fil du temps. Et ces crises sont toutes vraiment en toile de fond pour évoquer l'ordre mondial, les débats sur l'ordre mondial et le rôle de l'internationalisme libéral et des démocraties dans cette lutte. J'aimerais maintenant poser la question qui est implicite dans ce que je viens de dire jusqu'à présent. Qu'est-ce que l'internationalisme libéral? Il s'agit véritablement d'une histoire riche. C'est comme le disait Tacite quant à l'Empire romain, il est riche de vicissitudes. Cela dans sa première ligne. Eh bien, la démocratie libérale et l'internationalisme libéral est riche de vicissitudes. Et il émerge avec l'essor des démocraties libérales, avec les révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe siècle, une famille d'idées, de théories, de grands récits, de nos origines, de projets pour améliorer le monde, des textes classiques, Montesquieu, Clarke, Smith. Il y a un ensemble de textes philosophiques riches qui s'inscrivent dans cette famille, dans cette tradition. En tant que stratégie pour construire le monde ou construire l'ordre mondial, généralement, en tant qu'internationalistes libéraux, nous en revenons à quelqu'un qui venait de mon université, même si son nom n'est plus sur notre fronton, il y a Woodrow Wilson. Pendant 20 ans, vous allez au travail et votre bâtiment s'appelle l'école Woodrow Wilson et d'un coup, il est débaptisé. Donc, on l'a débaptisé pour des raisons que l'on pourra évoquer, mais en tout cas, du fait de son historique assez mitigé du point de vue des relations raciales. Mais en tout cas, on peut quand même se tourner vers ce qu'il a distillé quant à l'internationalisme libéral. Sa déclaration assez célèbre, « Rendre le monde sûr pour la démocratie », c'est la meilleure déclaration de ce projet. Il s'agit de diffuser la démocratie dans le monde pour récolter et porter les fruits de la liberté vers des rivages lointains. Ce que cela veut dire, c'est qu'il s'agit vraiment de créer un espace sûr. Ce n'est pas un projet du passé ou du futur, il s'agit de créer un écosystème dans lequel peuvent fonctionner les sociétés libérales comme des orchidées qui ont besoin d'une serre, parce que les orchidées sont fragiles, elles doivent avoir le bon taux d'hygrométrie. Eh bien, c'est la même chose pour les États républicains libéraux. Ils sont fragiles d'une certaine façon, dont on entend parler depuis l'Antiquité, de Polybe à Machiavel, à Montesquieu, en passant par les penseurs de notre époque. Les démocraties libérales républicaines ne sont pas nécessairement assez dures pour le monde et donc il faut leur créer un espace sécurisé pour qu'elles puissent s'épanouir. L'internationalisme libéral qui serait une forme d'écosystème pour gérer les vulnérabilités réciproques. Il s'agit de créer un cadre permettant de gérer les arbitrages parce que dans une société démocratique libérale, il y a des principes qui sont en tension les uns avec les autres. Liberté et égalité, individualisme et communauté, souveraineté et interdépendance. Nous avons créé des sociétés qui sont destinées à être en tension dans leurs principes les plus fondamentaux. Il s'agit donc de créer un espace où ces arbitrages peuvent se rééquilibrer et créer, comme l'a dit Scott il y a des siècles, des zones de paix où l'on peut générer de la coopération pour la sécurité, le commerce et des objectifs sociaux partagés. L'une des grandes convictions de l'internationalisme libéral, eh bien, il y en a en fait 4. Tout d'abord, le commerce et l'échange, c'est bon si c'est géré correctement. Voici ce que disait Ricardo Smith.
les avantages comparatifs, les échanges, et plus généralement que les échanges sont bons, mais correctement gérés, et pas simplement le libre-échange et tout le reste n'est que compromis. Deuxièmement, les institutions facilitent la coopération. Les libéraux croient aux institutions multilatérales dans une certaine mesure. Ils croient qu'elles jouent un rôle. Ensuite, selon des conditions d'interdépendance accrue, il vaut mieux coopérer. On en revient au principe de la sociologie. Les coûts des engagements contraignants associés au fait d'avoir des accords multilatéraux sont inférieurs aux gains que l'on pourrait avoir en coordonnant ces politiques. Cette proposition est au cœur de l'internationalisme libéral. Eh bien, si c'est erroné, la plupart de ce qui en découle est erroné. Et enfin, les démocraties libérales, malgré leurs échecs et leurs dysfonctionnements, possèdent des capacités spéciales à la coopération. Selon les archives historiques, il est plus facile de travailler ensemble et tous les grands fossés mondiaux avec les régimes totalitaires, illibéraux, fascistes, ils étaient toujours du même côté, les valeurs, les intérêts et les capacités, voilà ce qui sous-tend tout cela. Elles ont tendance à travailler ensemble et dans l'histoire, ces 200 dernières années, elles ont été au cœur de presque toutes les grandes réformes, les grands projets de réforme de la période moderne. J'en viens maintenant à certaines observations générales quant à ce que nous savons sur l'ordre mondial et les démocraties libérales qu'il héberge. Tout d'abord, des grands principes, comment la démocratie libérale s'est établie dans le monde en venant de petits États atlantiques au nord-ouest, au nord-est. Dans la première vague, 29 démocraties, y compris en Amérique latine, pendant un moment. Et cette première vague, dans chacune de ces vagues de démocratie, il est intéressant qu'elles sont arrivées par vagues dans le monde. Et cela a créé un ordre international avec des projets qui étaient rattachés. La première vague avec les États républicains d'Amérique latine qui arrivaient à la deuxième conférence de La Haye en 1907 sous la bannière de l'égalité souveraine et qui ont lancé des efforts internationalistes d'arbitrage et de la Cour internationale de justice, etc. Des défenseurs d'un droit international d'une forme plus moderne. Deuxième vague après 1945, 36 démocraties sont ressorties après la décolonisation, l'autodétermination. Tous les États post-impérialistes ne se sont pas tournés vers la démocratie, mais en tout cas, cela a créé la prochaine vague, l'Alliance du monde libre pendant la guerre froide. On a essayé de créer des institutions. Et puis, troisièmement, la troisième phase, après 1989, là, on a vu plus de 100 démocraties s'épanouir en Asie de l'Est, en Europe de l'Est, en Europe du Sud, en Amérique latine. Là encore, on y est revenu. Dans l'espace post-soviétique, le résultat est véritablement une sorte de trajectoire en dents de scie vers la modernité libérale et on voit la hausse de ces parts des États. Et on est passé d'un statut périphérique et fragile à de plus en plus d'États qui étaient de plus en plus puissants, de plus en plus au centre du système mondial, pour le meilleur ou pour le pire. Observation numéro 2, les démocraties n'émergent pas comme cela, ex nihilo, elles arrivent dans des écosystèmes, pour reprendre un terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Les circonstances mondiales augmentent leur probabilité de peupler le monde. L'un de mes collègues à Princeton, Carlos Buach, a écrit cet article dans une revue universitaire en utilisant des chiffres statistiques pour indiquer qu'il existe une relation entre l'essor et la diffusion des démocraties, la présence dans ce système d'États libéraux puissants qui souhaitent que ces démocraties plus petites, qui sont bienveillantes envers ces petits États plus fragiles. Il est important d'avoir un hégémon si l'on souhaite que ces démocraties
de plus petite taille puissent se développer. Et on voit cela dans les données historiques. Les États démocratiques libéraux, d'une certaine façon, ont protégé et soutenu les démocraties. En Europe, l'OTAN a offert un espace sûr, à l'instar de l'UE également, pour les pays en transition à la périphérie. En Asie de l'Est, où j'ai passé beaucoup de temps, en Corée du Sud, à Taïwan, aux Philippines, à bien des égards, en Thaïlande, autant de pays qui étaient au sein d'une sphère de sécurité et qui faisaient commerce avec ces économies occidentales en trouvant une sorte d'infrastructure pour s'y raccrocher, pour s'y rattacher, en prenant des décisions risquées visant à ouvrir leur société, se tourner vers le commerce et l'extérieur pour leur développement et pour sortir du règne militaire après leur transition. Cela aide à avoir une structure dans le monde qui fournit une sorte d'hospitalité à des États qui sont aux prises avec ces décisions quant à la manière d'organiser leur propre société et politique. Ensuite, après 1945, les démocraties libérales ont construit l'ordre, selon moi, le plus réussi, jamais tenté et bien plus ambitieux qu'après 1919, avec Wilson, bien plus ambitieux que les grandes puissances à Vienne après les guerres napoléoniennes. Véritablement un ordre pluridimensionnel, sécuritaire, économique, social, de grandes institutions, des alliances multilatérales, des partenariats, des valeurs partagées, des négociations stratégiques. Tout cela a créé un espace, une formation politique qui n'a jamais été baptisée. On appelait ça le monde libre pendant la guerre froide, mais ça n'est pas cela. Il y a tellement de dimensions. C'est devenu étendu, un ordre mondial, une trajectoire pour sortir de l'empire et pour sortir de l'extrême anarchie. Voyez cette expérience libérale de construction du monde comme une troisième voie entre empire et hiérarchie d'un côté et anarchie et déréglementation d'un autre côté. Et ce travail a bien porté ses fruits et j'y ai réfléchi. Il semblerait qu'il y ait 6 accomplissements de l'ordre international libéral qu'il ne faut pas oublier parce que d'une certaine façon, c'est tellement évident qu'on ne voit plus cela comme des accomplissements. Tout d'abord, il y a le fait que l'économie mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est rouverte en rouvrant la période de croissance économique et de commerce la plus longue de l'histoire, l'âge d'or. Deuxièmement, on a créé un cadre pour réintégrer l'Allemagne et le Japon. Avant 1945, c'était l'ennemi. Après 1945, c'était nos plus proches amis. Quand est-ce que ça s'est passé dans l'histoire? D'un coup, ce sont devenus des partenaires qui étaient intégrés dans le système et bien plus, c'était des grandes puissances non nucléaires. Chacun, à sa façon, de façon profonde, a été pionnier dans l'établissement de grandes puissances civiles, comme on pourrait les appeler. Il y a ce livre que j'ai écrit sur Hiroshima quant aux réflexions japonaises pour se garder des armes nucléaires et trouver une nouvelle façon de penser la modernité. Et troisièmement, l'Allemagne et la France ont enterré leurs anciennes divisions et ont lancé le projet européen. Ça, c'était un effort tout à fait compliqué, lier ces États ensemble en créant des opportunités gagnant-gagnant et en lançant le projet européen qui est encore tout à fait en chantier aujourd'hui. Quatrièmement, créer des institutions multilatérales complètement inédites pour gérer les interdépendances, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OMS, ce ne sont pas que des organisations démocratiques et multilatérales. Ensuite, les États-Unis, l'Europe et le Japon, sous les auspices de cet ordre mondial, ont créé un nouveau type de démocratie sociale. Les anciens États libéraux traditionnels, des sociétés ouvertes, où les gouvernements n'essayent pas de réglementer ou de protéger l'emploi, là, cela donnait lieu à l'État-providence, avec une nouvelle vue du contrat social. Chaque pays a sa façon, bien sûr,
dans l'ensemble du monde de l'OCDE. Et puis, sixièmement, comme je le disais tout à l'heure, on a créé un espace pour que les nouvelles démocraties puissent entrer dans le système. La Corée du Sud en est le meilleur exemple, un pays qui est passé d'un destinataire de l'aide publique au développement à un bailleur de fonds, qui est passé d'une dictature militaire à une démocratie en plein épanouissement, peut-être aussi dysfonctionnelle que les nôtres. Donc autant d'accomplissements historiques au nombre de 6 dont on ne pense pas vraiment aux grandes répercussions. Et septièmement, la Chine, pendant cette période, a connu sa meilleure décennie en 2 millénaires aussi. Donc, ça n'est pas qu'une histoire réservée aux avancées occidentales, mais même aussi pour les pays qui sont assez ambivalents quant à cet ordre mondial, et ils ont connu de bonnes décennies. Et alors ici, pour en faire une espèce de synthèse, j'ai décidé d'énumérer toutes ces activités qui consistaient à construire, à créer ce nouvel ordre mondial à la suite de la guerre. Mais il y avait, sur le plan économique, politique, même environnemental, on a tendance à l'oublier, mais le contrôle des armements, enfin là on n'en parle plus, mais c'est toujours important, les droits de l'homme. Il y a eu on a passé notre temps à créer, à construire cet ordre international. Et quand on nous dit tout est anarchie et rapport de force, alors je ne cite personne, mais ne laissez pas ces critiques tenir ce discours-là, parce qu'il y avait sous la création de ces équilibres ou de ces institutions un réel courant qui était là pour assurer, si vous voulez, un nouvel équilibre des forces. Alors, où est le problème? Qu'est-ce qui finalement a dérapé? Alors, il y a eu cette expérience de mort imminente qu'a connue l'ordre, disons, libéral ces 10 dernières années. D'abord, la guerre en Irak. Comme l'a dit monsieur le directeur à l'instant, j'étais l'un de ceux qui étaient aux premières loges en essayant de pousser dans l'autre sens. J'ai d'ailleurs écrit des articles sur l'impulsion néolibérale, néo-impériale des États-Unis dans le Journal of Foreign Affairs. Cette guerre a décrédibiliser aussi bien les internationalistes de centre-droit, de centre-gauche, de Cheney, Rumsfeld à droite, Hillary Clinton à gauche. Ensuite, la crise financière de 2008. Alors là, les mots ne se transposent pas toujours facilement, mais c'était un moment néo-libéral où l'on pensait que les marchés pouvaient tout résoudre, et évidemment la crise financière a certainement contredit cette affirmation et a décrédibilisé cette démarche qui sous-tendait cette forme de libéralisme. Et puis enfin, ce que j'appellerais le pari libéral. On se disait que si la Chine entrait dans l'OMC, comme cela avait été le cas pour le Japon, pour la Corée, qu'il y avait un mouvement presque d'évolution qui ferait que la société chinoise serait plus ouverte, qu'il y aurait plus de points de liaison avec le reste du monde. Et là, cette prophétie ne s'est pas réalisée. Mais il y a une source plus profonde derrière tout cela. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Dans une certaine mesure, l'ordre libéral qui est passé de la période de la guerre froide, où c'était le monde libre, pour passer à la période de post-guerre froide, où au lieu de parler d'un monde libre, c'était un système mondial, ce monde-là s'est battu lui-même en brèche. C'est en quelque sorte compromis. On avait vu des exemples du fonctionnement de l'ordre libéral qui fonctionnait dans une certaine mesure, mais c'était une espèce de club, d'une société d'entraide. C'est-à-dire que quand on était dans ce club, quand on était dans ce monde libéral, on avait la sécurité, on avait l'accès au commerce, on avait accès à l'assistance technique. Cela créait non seulement des droits, mais également des obligations. C'était un club avec ses règles, ce n'était pas un système mondial. Il y avait des portes à franchir et il y avait des règles d'admission. Et après la guerre froide, tout cela
a explosé et c'était un moment d'euphorie. Le mur de Berlin est tombé. Leonard Bernstein, à la Philharmonie de Berlin, a joué l'Ode à la joie de Beethoven. C'était un moment de célébration. On ne voyait pas une seule idéologie hostile qui soit dans les parages, qui menace qui que ce soit. Tout le monde était invité et cet ordre libéral est devenu une espèce de centre commercial où, vous savez, on peut rentrer faire son shopping, on va dans le Apple Store ou dans quelques supermarchés pour acheter quelque chose. On n'a pas besoin de payer un ticket d'entrée. On entre, on vient comme on est, on achète ce qu'on veut, on repart. On n'est pas membre d'un club avec ses règles. Et ceci s'est passé dans un moment d'exaltation, de célébration, mais on plantait les graines, en tout cas, de la dégradation, un petit peu à l'image du triomphe romain. L'arc de triomphe a certes été construit, l'empereur traverse triomphalement cette arche, mais ce sont les graines de l'échec qui ont suivi. Et ma dernière diapo, et ce sera la dernière partie de mon intervention, où l'on s'interroge sur, en tout cas, le combat de l'ordre libéral. Alors, je ne parle pas simplement de la suite de la guerre en Ukraine, mais également de celle à Gaza, parce que ce conflit, évidemment, à Gaza ne porte pas la même charge qu'en Ukraine, mais il y a dans les deux cas des contradictions, des tensions, des échecs, des dysfonctionnements du système qui se sont fait jour au cours des 10 dernières années, et cela, dans une certaine mesure, s'est intensifié à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Ceci a aussi bien éclairé les luttes, les combats de l'ordre international, mais cela a également déclenché, pour ainsi dire, ces mêmes combats. On aurait pu se dire que l'invasion arrogante de Poutine, donc de l'invasion de l'Ukraine, aurait mis tout le reste du monde contre lui. Ça aurait été un moment d'unité, c'était un moment de la Charte des Nations Unies, où toutes les règles, tous les principes de l'ordre mondial que nous pensions avoir acquis dans les années 40, toutes ces règles, tout cet ordre se trouvaient finalement battus en brèche. Et donc, il y a une espèce de trinité des normes qu'on ne viole pas dans le monde moderne, à savoir, on n'envahit pas le territoire souverain d'un autre pays reconnu par le droit international, on ne menace pas d'avoir recours à l'arme nucléaire, et troisièmement, on ne tue pas de civils dans le cadre d'une guerre. En tout cas, on ne se sert pas de la menace sur les civils comme arme de guerre. Et là, chacun s'est retrouvé dans ses retranchements et éclaté, c'est-à-dire que le monde s'est trouvé fragmenté. Le message le plus important, et là je rejoins Mearsheimer et les autres néo-réalistes, après l'action de Poutine, le moment est venu de muscler, de renforcer sa puissance militaire, parce que ce sur quoi nous pensions pouvoir compter, eh bien, on ne peut plus y compter. Cela a pousser les pays dans leur retranchement, et trois pôles ont émergé de cette situation. L'Occident mondial, les États-Unis, l'Europe, le Japon, ses alliés, l'Orient ou l'Est, qui serait la Chine, la Russie, peut-être également l'Iran, et puis ce qu'on appelle le Sud mondial, qu'on appelait le monde en développement, et qui, lui, présente une forme plus amorphe, en tout cas moins nette. En tout cas, 3 mondes, 3 pôles, et chacun d'entre eux, dans une certaine mesure, occupe une place différente dans le monde. Chacun a son propre récit, son propre narratif, ses propres doléances, ses propres espoirs, ses propres visions d'un nouvel ordre mondial, et chacun a son agenda, son programme pour passer à l'étape suivante. Et là, je pourrais passer ces 3 mondes en revue. L'Occident, l'Ouest, comme on l'appelait encore il y a
pendant la guerre froide. Et encore, il y a quelques années, on se demandait est-ce qu'il reste encore quelque chose. Trump venait de passer 4 ans au pouvoir, il risque de revenir troubler la fête, mais ce qui est à la suite de l'agression de Poutine, le message a été troublé aux États-Unis parce que il y avait davantage de réactions. Il y a eu des sanctions, il y a eu l'aide à l'Ukraine. Poutine n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Et il pensait pouvoir arriver sur Kiev au forcing ou que ce serait même une partie de plaisir. Ce ne fut pas le cas. La plus grande puissance du monde, ou la deuxième puissance du monde, n'y est pas arrivée. 80% de ses blindés, 60% des troupes et celles notamment des soldats qui avaient été sortis de prison pour aller au combat, se sont retrouvés hors service, pour ainsi dire. Et on voit vu qu'il y avait donc, en Europe, il restait quand même un instinct de vie, de survie. Un certain charisme est réapparu d'une certaine façon en Europe. 2 autres choses encore sur l'Occident mondial. Lui aussi a connu son moment créatif, pour ainsi dire. On pense notamment, alors là, je ne dis pas qu'on s'accroche avec son héritage, sa participation à l'OTAN, même si on n'y croit pas trop. Il y avait un moment plus créatif que cela. Et en Asie de l'Est, les États-Unis, la Corée et le Japon ont toujours constitué un groupe triangulaire plutôt dysfonctionnel. Et là, une nouvelle coopération de sécurité faisant intervenir Tokyo, Séoul et Washington ont créé ce nouvel espace qui se déploie jusqu'au Pacifique. Ce n'est pas simplement une alliance, c'est le fait de construire la capacité et effectivement un contrepoids. Et puis, il y a un regroupement atlantique. Vous ne le savez peut-être même pas, mais il ne s'agit pas que de l'Atlantique Nord, mais de l'Atlantique Sud également, qui traverse aussi bien les 2 hémisphères. L'expansion de l'OTAN, il y a des pays qui ont décidé qu'ils se sentaient davantage en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OTAN. Il y a une véritable demande de la part des petits pays. Et puis le G7 qui a tendance à monter et redescendre et à réémerger. Mais je ne parle pas là d'une espèce de zombie, de mort-vivant qui circule ici et là. Takeshita, le Premier ministre japonais, lors de son discours à Hiroshima en juin dernier, a fait venir ses contreparties, ses homologues français, japonais, allemands, américains et autres pour signer la déclaration d'Hiroshima, pour passer d'un monde avec moins d'armes nucléaires et moins de dépendance justement vers cette dissuasion nucléaire. Ça, c'était un moment créatif de l'Occident global. Et puis, l'Occident global, ça n'est pas un territoire géographique, ça n'est pas un territoire situé au nord de l'Atlantique. Non, quand on parle de cet Occident global, c'est en fait un groupe qui est défini par des principes d'inclusion, de solidarité démocratique. Et donc, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, vous avez là une démarche très ouverte qui s'élargit. Vous avez des sociétés qui veulent s'y inscrire. Bon, les pays auxquels vous pensez, vous avez l'Ukraine et Taïwan qui aspirent à se joindre à cet univers, alors même qu'ils sont justement l'objet d'emprise de la part de puissances mondiales qui estiment avoir droit à revendiquer ces territoires. On pense au tutoriel de Poutine sur l'histoire médiévale russe, le droit inaliénable de la Sainte-Russie d'absorber ces territoires. Ce sont des peuples, ce sont des sociétés, ce ne sont pas de simples territoires, mais ils déclament ce droit qui dépasse les systèmes transnationaux. Ça, c'était la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas de principe
qui nous permet de définir exactement, enfin, c'est comme s'il y avait une ligne de faille géopolitique dans laquelle vous avez les sphères d'influence telles que celle de Poutine est en interaction à la périphérie avec des pays qui, eux, peuvent être attachés au monde occidental et particulièrement à l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux Ukrainiens? Désolé, là, vous avez choisi le mauvais territoire, vous ne pouvez pas avoir droit à ce à quoi nous avons droit parce que vous êtes menacé par un pays qui est juste à côté de chez vous. Pareil pour Taïwan, personne ne suggère, en tout cas dans les cercles officiels, personne ne suggère autre chose que le statu quo, mais là encore, il y a un problème parce que ça n'est pas l'échec de l'ordre international libéral, mais c'est un échec de son ouverture. Maintenant, l'Est ou l'Orient mondial, alors la Russie et la Chine n'ont pas grand-chose en commun. Certes, ils sont l'un et l'autre contre l'hégémonie occidentale, contre les États-Unis. Poutine, c'est vraiment le trouble fait absolu. C'est lui qui va vous compliquer la vie. C'est lui qui... Alors, on a envie de célébrer l'ouverture de la société, d'une société épanouie. Eh bien, il ne va pas vous laisser faire. Il veut détrôner le libéralisme occidental pour se tourner plutôt vers le Sud. Or, le Sud mondial, lui, ou l'ex-monde en développement, n'a pas envie de se joindre ni, d'ailleurs, à l'Orient, ni à l'Occident. Le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie ont un peu un pied dans chaque territoire, dans chaque sphère. Ils ont d'ailleurs des échanges commerciaux. La plupart de ces pays ont davantage de liens commerciaux avec la Chine qu'avec les autres pays. Ils ne veulent pas abandonner cela, même s'ils ne sont pas nécessairement emballés par les tendances chinoises à refermer la société. Ils n'applaudissent pas nécessairement ce qu'a fait Poutine en Ukraine, mais on voit ça à travers le prisme de la Chine et de la Russie, qui voit là surtout une démarche contre l'hégémonie occidentale plutôt qu'un affront à la Charte des Nations Unies. Et ceci qui m'amène à la toute dernière partie de mon intervention en 3 points. Vous avez un monde tripolaire qui risque de rester en place. Il n'y aura pas de vainqueur déclaré, il n'y aura pas un moment comme dans les années 90 où on avait l'impression que le monde entier allait converger vers une démocratie libérale. Non, ce sera un monde de tension qui restera indéfiniment. Il n'y a pas de parti qui va l'emporter et personne ne va, en quelque sorte, changer de camp, pour ainsi dire, pour déséquilibrer le système. Alors, je cherche toujours le côté optimiste des choses. Moi, je viens du Midwest américain. J'ai grandi en me disant que tout pouvait s'arranger, qu'il y avait des solutions à tout, qu'à quelque chose, malheur était toujours bon, etc. etc. Mais la concurrence entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, crée des incitations aussi bien pour les pays, pour la Chine, que les pays de l'Occident, à se tourner vers le Sud. Alors, il n'y a pas grand-chose de puissance traditionnelle dans le Sud, mais il y a des coalitions, il y a des idées qui sont prêtes à être, en quelque sorte, acquises. Alors, on essaie d'attirer le Sud pour le faire entrer dans le giron de l'Occident. Même effort d'ailleurs du côté de l'Est ou de l'Orient, en essayant de l'aligner sur certaines positions. Qui finalement présente la meilleure voie vers la modernité? L'Est ou l'Ouest? L'Orient ou l'Occident? Qui peut proposer davantage de biens publics? L'Est ou l'Ouest? L'Orient ou l'Occident? C'est une concurrence, pas nécessairement une guerre froide entre ces deux mondes de l'Ouest et de l'Est, l'Orient et l'Occident, pour citer John Maynard Keynes, l'économiste britannique, qui parlait de monnaie, c'est-à-dire que c'est finalement une espèce de concours de beauté qui pourrait attirer les pays du Sud, pour ce qui permettra à certains pays d'arriver, de devenir une nouvelle puissance mondiale. On n'y arrivera pas nécessairement, mais on permet, je ne sais pas, d'accompagner ces pays à développer une énergie propre, à assainir l'aide au développement, à mieux se préparer à la prochaine pandémie. Il y a donc cette notion de biens publics qui sont
qui sont actuellement en véritable pénurie. Mais ceux qui vivent dans le monde occidental, en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, y voient sans doute une incitation pour parler aux pays en dehors de la sphère occidentale pour peut-être essayer de mieux se comprendre et d'aboutir à une meilleure coopération. Il ne s'agit pas de donner des leçons au Sud en disant voilà, nous avons les idées, nous savons comment assurer la gouvernance, parce que après tout, c'est nous qui avons tout inventé avec la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution parlementaire britannique. C'est nous nous sommes les pères fondateurs de la gouvernance. Non, c'est pas ainsi que les choses se transmettent. Les principes se développent à travers un nouveau langage vernaculaire, en quelque sorte, qui crée une nouvelle forme internationalisme où l'on laisse un petit peu de côté ses fiertés, son chauvinisme pour essayer de proposer des meilleures pratiques, des notions de réciprocité. Voilà en quelque sorte ce que sont les étapes, les voies possibles. Tout ça pour dire que ce qui ressort de mon intervention, c'est que ces choses semblent paraître évidentes. Ce que j'essaie de faire, c'est simplement de nous mettre en quelque chose en miroir de notre propre histoire. Et je terminerai sur cette petite anecdote. C'est une histoire qui est censée être humoristique, mais qui est en même temps une parabole. Imaginez un lac avec deux petits poissons qui évoluent dans le lac, et puis un gros poisson, un vieux poisson, approche des deux petits poissons pour leur dire « Salut les gars, comment est l'eau aujourd'hui ?» Et il s'en va. Les deux petits poissons se regardent et se disent « Mais qu'est-ce que c'est que l'eau ?» Je m'en tiendrai là. Merci beaucoup. Bon. Ce propos qui avait l'avantage de mettre les choses très largement en perspective sur une période longue, d'autant que l'idée libérale, notamment en Europe et spécialement pour les Français, n'a pas toujours la même acceptation que chez les anglo-saxons. C'est vrai que d'un point de vue idéologique, on nous arrive d'opposer le libéralisme économique et le libéralisme politique, et le fait d'avoir présenté à la fois le libéralisme à la fois comme une idéologie, comme un projet, mais aussi comme des institutions, comme une construction, a été, je pense, vraiment, vraiment utile pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que le combat du libéralisme économique n'est pas nécessairement celui de la démocratie, que d'une certaine manière, dans la fin de cette période heureuse que vous avez décrite des 30 dernières années, où au contraire, après la chute du mur de Berlin, le libéralisme s'est étendu sur toutes ses voies, et y compris dans le champ démocratique aujourd'hui, on en voit la régression. Et donc, beaucoup de pays nous disent qu'en réalité, ce libéralisme était aussi une forme de domination idéologique, d'imposition de valeurs, qu'ils contestent. Avec d'ailleurs, y compris pour nos propres démocraties, la crainte aujourd'hui que cette contestation ne surgisse de l'intérieur, et souvent des politiques alors illibérales, aussi bien au plan politique, soient prises pour restreindre les droits des étrangers, pour réguler l'immigration, pour prendre des positions qui sont plus sécuritaires. Et donc, on voit bien comment nos démocraties non seulement sont confrontées aujourd'hui à une proposition autre par d'autres pays, mais aussi de l'intérieur sont fortement troublées par ce qui se passe de confrontation. Alors, peut-être que la première question optimiste quand même que j'aimerais vous poser, c'est-à-dire on a bien vu les 3 vagues de démocratie. Si on devait faire un effort, une pesée sur le monde, au fond, quelle pourrait être cette 3e vague de démocratie? Quels sont les pays qu'il faudrait attraire et quels sont les moyens qu'on a pour les attraire dans notre champ?
La deuxième question, c'est si je suis votre réflexion qui conduit à la fin à regrouper les pays Global West, Global East, Global South, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'empêcher des circulations qu'on voudrait au contraire faciliter? C'est un peu le reproche qui a été fait à ces croisades ou à ces sommets pour la démocratie, finalement, de fermer la porte éventuellement aux autres, ou d'avoir une vision de la démocratie qui soit trop agressive. Et puis ma troisième question, elle est comment adapter toutes ces institutions qui ont été posées après San Francisco, après Bretton Woods, enfin vous en avez remontré toute l'histoire, et ensuite après la chute du mur de Berlin pour les organisations commerciales, et qui sont aujourd'hui toutes en difficulté, toutes entravées pour assurer les régulations de l'ordre international dans toutes ces dimensions. Donc par quoi commencer une réforme de ces institutions internationales? Qu'est-ce que au fond, quelles ont été... vous avez souligné que les Occidentaux avaient commis un certain nombre d'erreurs, mais est-ce que dans les réformes de ces institutions, on n'a pas raté des étapes et des marches qui font qu'aujourd'hui, elles fonctionnent mal ou elles fonctionnent peu? J'aurais presque encore une dernière question, c'est que dans tous ces acteurs, on a parlé des États, on voit le rôle des citoyens, notamment en démocratie, mais, et la guerre de l'Ukraine le montre, il y a aujourd'hui le rôle d'entreprises qui ont des pouvoirs absolument considérables en matière de gestion de données, de traitement de données. Il se trouve que dans le cadre ukrainien, elles se sont mobilisées de notre côté, mais il y a aussi des entreprises chinoises. Il suffit de voir les approvisionnements du leader chinois de drones. Voilà, comment on réassocie aussi ces entreprises multinationales à cet enjeu majeur pour la démocratie et pour le libéralisme. Voilà, je vous ai beaucoup posé de nombreuses questions, mais vous pouvez évidemment les réorganiser à votre bon vouloir dans la réponse. Thank you, Director. Merci, Monsieur le Directeur. Voilà d'excellentes questions. Ce sont des questions importantes. Donc, deux mots. D'abord, je vous rejoins sur ce que vous avez dit, à savoir que le véritable enjeu, le véritable défi pour le monde de la démocratie se trouve effectivement à l'intérieur des pays eux-mêmes. Et je penserai à mon propre pays en premier lieu, puisque je suis sans voix lorsque je constate des problèmes qu'on n'imaginait même pas, des divergences au sein même de la société américaine, des désaccords, une véritable polarisation de la société et ce qu'on pourrait qualifier d'impunité du Parti républicain dans son aile droite, qui a d'ailleurs ses homologues de l'autre côté de l'Atlantique. Je veux dire que cette évolution-là, je ne l'avais pas vue venir. Ma propre théorie du monde, les arguments sur l'histoire, l'évolution du monde, doit un petit peu faire preuve d'humilité, parce que nous voyons ici des problèmes que nous n'avions pas vu venir et pour lesquels nous n'avons pas de solution. Mais pour présenter les choses simplement, les États-Unis sont plus un problème pour eux-mêmes que la Chine ne présente une menace. Je ne m'inquiète pas trop à long terme de la menace chinoise. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la violence et les erreurs de calcul de Poutine qui pourrait flirter avec l'arme nucléaire, alors que la Chine, telle que je la vois, je ne pense pas qu'elle présente une alternative à la modernité libérale, mais aux États-Unis même, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver ce centre créatif qui... ce juste milieu. Et là, je citerai à nouveau Raymond Aron dans sa dernière conférence, lorsqu'il parlait d'un consensus à trouver malgré les différences pour créer le monde dans lequel nous voulons vivre, un monde de raison, de coopération équitable au sein de nos pays et entre nos pays. Alors,
la seule chose que je dirais par rapport à votre première question, en tout cas pour ce qui est des États-Unis, il faudra plusieurs cycles électoraux avant de redresser la barre. Je pense que nous dépasserons ce moment. Je pense, pour ma part, que Trump quittera la scène avant la démocratie libérale. Il faudra des dizaines d'années pour reconstruire nos institutions civiques, mais pour autant, je pense que la génération suivante, ceux qui ont 20 ans, 30 ans aujourd'hui, ne peuvent pas accepter cet état des choses. Il y a mieux à faire que de se livrer des guerres culturelles. Nous assistons à la destruction de l'environnement. Enfin, il y a des véritables urgences qui permettront de construire la prochaine coalition. Maintenant, pour rebondir sur cette conversation entre les trois mondes, entre les trois pôles que j'ai évoqués, c'est la raison pour laquelle je parlais de la recherche de principes qui permettraient de recouvrir les trois pôles. Je ne parle pas que du Sud, donc, mais qui pourraient traverser ces trois pôles. À Princeton, nous avons travaillé au printemps dernier cette conférence où nous réunissions des gens du monde entier, des penseurs, des chercheurs et même des responsables et fonctionnaires et hauts fonctionnaires pour poser une simple question: si le monde devait tenir une convention constituante, sur quoi pourrions-nous nous mettre d'accord? C'est une conférence qui a duré 2 jours fort intéressants, qui a amené chacun à réfléchir sur ces principes. On appelle ça maintenant les principes de Princeton, lors de cette conférence de Princeton, donc, où l'on essaie de définir des conditions minimum pour pouvoir se parler, à défaut de pouvoir se mettre d'accord. Alors, je pourrais vous en dire plus. Alors, pour rebondir sur le troisième point, mon intervention célébrait en quelque sorte l'ancien monde du libéralisme international plutôt que le nouveau monde. Lorsque vous me parlez de réforme, il me semble que la réforme se fera au prix de petits efforts dans de nombreux domaines, créer par exemple un protocole pour l'intelligence artificielle. Il faut travailler aussi sur la prochaine version de l'OMS contre les pandémies sanitaires. Bien sûr, les différents fronts de lutte écologique pour lutter contre le réchauffement planétaire. Et puis, ce multilatéralisme proviendra d'un certain nombre de pays qui ne seront pas nécessairement ceux qui ont été au sommet du système pendant un moment, mais ceux qui ont envie d'assumer ce genre de rôle. La Corée du Sud, à nouveau, est un bon exemple. La Corée mondiale, la vision qui traverse, qui transcende le nord et le sud, l'Occident, l'Orient. Ils sont à l'est, mais ils sont tournés vers l'ouest. Ils sont dans le nord auparavant, ils étaient dans le sud. Donc ce genre de pays pourrait être l'épicentre de ce nouveau mouvement. Est-ce que l'on pourrait avoir une sorte de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU? Ce serait vraiment un moment extraordinaire, n'est-ce pas? Un moment à la San Francisco en 1945. Alors, même si San Francisco, c'est très agréable comme ville, ce sera un moment, le San Francisco, pour 2025, où nous élargirions le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité, de nouveaux membres, on retirerait les vétos, on ouvrirait au Japon, à l'Inde, au Brésil, aux États africains. Peut-être que l'Europe devrait un petit peu réduire le nombre de ses sièges. Ah, les Britanniques, oui, voilà, oui, vous avez raison. Je vais passer une année à Oxford, donc oui, je vais leur en parler. Oui, tout à fait. Je ferai de mon mieux. Hein, je reviendrai vers vous pour cela. Alors, sur les entreprises, je vais passer mon tour. Je vais simplement dire qu'elles sont importantes. Les milliardaires de ce monde, en gros, ont leur propre conseil de sécurité.
leur propre Conseil de sécurité, ils jouent un rôle sur lequel nous n'avons aucune maîtrise. Et on ne peut qu'espérer qu'au moins certains d'entre eux sont des humanistes. Et avec chaque année qui passe, je me dis qu'il n'y en a pas tant que cela. Je connaissais Steve Jobs, c'était un humaniste, mais je ne suis pas sûr que certains des milliardaires d'aujourd'hui le soient. Alors, je vais passer la parole à la salle en commençant par les étudiants. Je vois des mains qui se lèvent ici. C'est bien. Je prends 3 questions, des séries de 3 questions, ça vous va? Alors, est-ce qu'il y a... Allez-y, présentez-vous. Hello, thank you very much for your lecture. Merci beaucoup pour votre communication. J'avais une question sur Internet. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Internet soit plus un outil ou un désavantage pour l'internationalisme libéral? Là, je parle du rôle des réseaux sociaux et aussi de l'infox et des guerres de l'information. Merci. Hi, Bonjour professeur, merci beaucoup pour votre communication. Ma question porte sur la Russie. Vous avez dit que les années 90 étaient un moment où tout le monde se tournait vers la démocratie. Comme on a pu le constater ces derniers jours, je ne crois pas que l'on puisse appeler la Russie une démocratie. Donc, comment pourriez-vous expliquer l'échec de la Russie à se démocratiser? Attribueriez-vous cela aux 3 facteurs que vous avez esquissés pour expliquer ce qui est allé de travers dans l'ordre international libéral, ou bien y a-t-il d'autres facteurs en jeu, tels que des facteurs intérieurs? Je prends une 3e question. Oui, il y en a une autre. Oui, alors ici, très bien. Et puis je vous ai vu, M. Dalisson. Oui, je vous en prie. In French? C'est pour ça, sentez-vous libre. Merci. Alors j'ai une question sur l'émergence du cyber, tant du côté de l'IA que de l'hyperconnexion. Doit-on considérer que nous sommes à l'aube d'un profond bouleversement systémique? Pensez-vous que la force et le pouvoir vont descendre d'un niveau vers les masses? C'est l'avis qu'on pourrait interpréter de Bertrand Badi, par exemple. Ne pensez-vous pas que les masses populaires vont bientôt pouvoir s'affranchir des organes de représentation avec l'émergence d'outils de vote en direct, d'IA pouvant voter pour nous, et donc à terme d'un équilibrage international qui se joue beaucoup plus du côté des populations elles-mêmes que de leurs dirigeants? Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Wow. Waouh! Je vais commencer par la Russie parce que les 2 autres questions sont interconnectées. Je vais dire quelque chose, je vais en toucher 2 mots parce que ce sont autant de sujets importants. Comme l'a dit le directeur dans ses propos liminaires, en 91-92, là je fais mon âge, mais je suis allé de Princeton au département d'État à la planification politique et en août 91, un certain président de l'Union soviétique et de Russie, Gorbatchev, est allé en vacances et il y a eu un coup d'État à Moscou. Et finalement, le coup d'État a été réprimé. Il y avait un jeune politicien charismatique avec une voix de baryton, Boris Yeltsin, qui est monté sur un char, qui a levé le poing en l'air pour rallier les forces démocratiques, et le coup a été réprimé par l'armée, et la fédération s'est délitée, et la guerre froide a pris fin. Et j'ai pu voir ça vraiment de mes yeux au département d'État. Et ensuite, nous avons passé tout l'automne et l'hiver à Washington, au 7e étage du département d'État, dans la planification politique. Mon patron était Dennis Ross, son assistant était quelqu'un qui s'appelait Bill Burns, directeur de la CIA et conseiller du secrétaire d'État, James Baker, le secrétaire d'État James Baker, aussi princetonien, et il y avait Robert Zoellick. Donc autant de figures importantes, mais ça c'était il y a très longtemps. Et même à l'époque, quand ils étaient jeunes, ils étaient au centre de l'histoire et ils essayaient de savoir comment s'assurer que cette démocratie balbutiante en Russie puisse survivre un jour de plus et peut-être même s'épanouir. Et c'était l'expérience la plus bizarre parce que cet hiver était très froid à Moscou et en Russie en général, et tous nos efforts visaient à nous assurer que l'on puisse acheminer de la nourriture, que l'on puisse loger, que l'on puisse acheminer du carburant aux Russes, y compris les soldats russes qui revenaient d'Allemagne de l'Est pour que, par désespoir, ils ne
se débarrassent pas de la démocratie et remettent leur loyauté entre les mains d'un homme fort. Donc, il y a eu la plus grande réunion des ministères des Affaires étrangères de l'histoire américaine au 8e étage du département d'État, avec plus de 50 ministres des Affaires étrangères du monde entier qui ont pris des engagements. Tout ce qu'ils pouvaient prendre dans leur pays pour l'offrir à la Russie, ils l'ont fait pour que les Russes puissent passer l'hiver et pour que cette démocratie puisse survivre. Et bon, je ne sais pas ce qui serait passé si on n'avait pas réussi. Et on a essayé de faire deux choses en même temps, s'assurer que ces pays qui étaient auparavant de l'autre côté du rideau de fer, pour qu'ils soient dans une position stable vis-à-vis de l'Occident. Il n'y a pas vraiment de force contraire russe. La Russie est encore en position de fragilité. À l'époque, la Chine n'a pas encore entamé sa croissance économique à plusieurs chiffres de plusieurs décennies. Donc, on pensait à deux choses. Tout d'abord, trouver une sorte d'axe transeuropéen, euro-atlantique, de système euro-atlantique avec Gorbatchev, où la Russie serait incorporée dans un système sécuritaire, mais aussi pour que l'OTAN continue de jouer un rôle en tant que cercle pour les pays nouvellement démocratiques. Et avec le gouvernement Clinton, cela a été complètement déséquilibré. Le déséquilibre entre le dialogue de sécurité transeurasiatique et l'élargissement de l'OTAN, tout cela a été déséquilibré. Et ensuite, dans l'histoire, comme on le sait tous, cela a représenté une menace pour Poutine dans la Russie, cette avance de l'OTAN vers l'Est. Il y a donc une histoire en tout cela avec le délitement de l'unité de coopération de l'OTAN. Il y avait une sorte de quasi-relation qui aurait pu exister, qui aurait pu servir de modèle en fin de compte pour l'Ukraine, mais sans être vraiment au sein de l'OTAN, avec une sorte de conseil de coopération de l'OTAN, une sorte de statut associé, mais ce n'était pas vraiment un système tout à fait stable parce qu'il n'était pas vraiment dedans, pas vraiment dehors, et il n'était pas couvert par l'article 5. Et puis avec la Russie, l'autre erreur, et là on en revient au néolibéralisme, les Américains, et je ne sais pas ce que faisaient les Européens, s'ils disaient la même chose à Moscou, mais les Américains exportaient ce néolibéralisme à la Reagan, à la Thatcher, où il n'y avait pas des idées, on n'appliquait pas les idées de réforme qui étaient appliquées à l'Allemagne et au Japon. L'Allemagne et le Japon recevaient des idées frappées au coin du New Deal, pas du néolibéralisme. Et donc, ça n'a pas créé de démocratie sociale. La Russie a été privatisée coup d'électrochoc et ça a été frappant. Même ceux qui exportaient à l'époque étaient gênés. On ne leur donnait même pas nos propres idées, ce n'étaient pas des idées que nous utilisions pour nous-mêmes. On appliquait cela à eux-mêmes, cela a créé les oligarques. Et le troisième problème pour l'Occident est qu'il est devenu une sorte de parking utile pour le patrimoine, la richesse des oligarques. Donc, nous, on leur a fourni un refuge pour la corruption offshore, pour cette mise à sac du système russe. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, mais rien qui ne justifierait ce que fait Poutine aujourd'hui. Au vu de ce vieux marronnier, et malheureusement, mon vieil ami, je ne sais pas si Mearsheimer est déjà venu, mais c'est la faute des Américains, de l'OTAN, des Occidentaux, ce que fait Poutine. Mais en fait, bon, tout cela ne tient pas la route. Il y a eu des griefs légitimes de la part de la Russie, mais il y a 100 choses qu'ils auraient pu faire. Ils en ont sélectionné 2 ou 3 auxquelles il a fallu s'accommoder, la réimposition donc de l'Empire russe. Il y aurait eu tout un tas d'autres trajectoires qui leur auraient permis de s'en sortir, et le résultat en est que c'est la population russe qui souffre.
le plus grand drame, c'est le drame qui se joue au sein de la Russie. Et à Londres, dimanche, je suis allé à la Barbicane pour écouter Evgeny Kissine, le pianiste russe, et pendant les rappels, il a fait un rappel en l'honneur du grand leader de l'opposition russe qui venait d'être assassiné en Sibérie. Et vraiment, mon cœur saigne pour la Russie. J'espère que les choses iront mieux un jour. J'en viens maintenant à l'Internet et au cyber. Je ne suis pas sûr de connaître vraiment en profondeur cette dernière question, mais je pense qu'à l'instar de ce que ferait la Chine en réponse à un ordre libéral en devenant plus libéral, ça c'était un fantasme que certains avaient et qui a échoué. L'autre fantasme est que l'Internet allait faire en sorte que tout le monde deviendrait plus libéral. Cela autonomiserait le peuple avec une sorte de connaissance venue de la base qui rendrait le peuple plus intelligent, plus au fait des problèmes de politique publique. Mais c'est devenu une sorte de... D'une certaine partie, c'est un petit peu cela, mais c'est aussi un énorme cloaque où on ne peut plus faire la part des choses entre l'information et l'infox, ce qui est faux. Et je n'ai pas les connaissances techniques pour savoir si l'on est en train de gagner ou de perdre sur ce plan, mais c'est une bataille qu'il faut mener. Et je crois qu'à l'instar de bon nombre de ces problèmes, il faudrait commencer dans de plus petits écosystèmes où il y aurait, en quelque sorte, on pourrait pénétrer un cyberespace, un réseau social où il y aurait des restrictions sur les excès avec une certaine surveillance, une certaine mise en ordre. Alors, ça ne les empêcherait pas d'aller sur Telegram pour écouter vraiment les choses les plus odieuses sur les autres plateformes, mais en tout cas, il faut mener ce combat. Mais pour cette dernière question, comme elle semble l'indiquer, nous sommes aux prises avec une question plus profonde que j'appellerais épistémique même, pour savoir si les principes fondamentaux des Lumières, les Lumières ont débuté à Paris après tout, et on a l'impression que la raison, la science et l'accumulation de connaissances, de savoir, et que la réforme des institutions pourrait être rassemblée pour faire reculer l'autocratie, le premier État, le deuxième État, le clergé, et donc on en viendrait à créer une république où le tiers État pourrait être debout en tant que roturier. Et cette vision des Lumières, cette force progressiste fondée sur la raison, la science et des réformes fondées sur le savoir, tout cela, c'est sans aucun doute en péril aujourd'hui. Et je me rappelle le dernier article co-écrit par Henry Kissinger dans The Atlantic, et donc avec un titre frappant, « Comment finissent les Lumières ?» Et les Lumières se terminent dans les ténèbres. Et quand on ne peut plus faire le distinguo entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, eh bien, je crois que l'enjeu le plus profond, c'est un enjeu auquel seront confrontés nos enfants et nos petits-enfants. À la fin du XXIe siècle, il va vraiment falloir s'y attaquer. Et cela va commencer probablement dans de petits groupes, de petits espaces, de petites unités, de petites bulles, de petites coalitions qui vont s'étendre. Il n'y aura pas de moment constituant où tout le monde sera d'accord pour utiliser l'information correctement. Ce sera le fait de coalitions plus réduites qui deviendront attrayantes parce qu'elles auront défini leur crédibilité, et on pourra ensuite prendre des décisions sur la base de ce que font ces coalitions. Pour moi, ce serait la seule solution.
et les universités en seront à l'épicentre. Il y en avait une là-haut. Levez la main que je vois mieux. Et il y en a deux là, ici et là. Good evening, Mr. Eichen. Bonsoir, Monsieur Eikenberry. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était très éclairant. La démocratie libérale, comme vous l'avez dit, est un phénomène assez moderne. Le règne de la démocratie avec l'échange commercial, c'est une sorte d'éclair dans l'histoire mondiale. Il semble que c'était une nouvelle forme de libéralisme et une sorte d'autocratie néo-capitaliste dans certains pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie, les royaumes arabes et aussi en Afrique subsaharienne. Donc peut-être que la population dans le monde en développement perd foi envers les idées de la démocratie et des Lumières. Faut-il repenser les institutions multilatérales qui sont garantes de la sécurité collective, ou bien est-ce que la plus grande menace pour la démocratie libérale est qu'elle est remise en question dans les pays d'où elle provient? Donc est-ce qu'on en reviendrait à un monde hobbesien, ou bien est-ce que le droit international a perdu son influence et sa puissance? Merci pour cette conférence. J'ai une seule question parce que vous avez parlé du fait que la Russie et la Chine semblent piégées dans cette trajectoire impérialiste, mais d'autres pays occidentaux sont aussi coincés en cela, englués dans cette trajectoire de par leur histoire, notamment lorsque l'on parle de l'avenir, de l'intelligence artificielle, des crises écologiques, mais en même temps, ce qui a rompu la coopération, ce sont les problèmes hérités du passé. Quand on parle par exemple du Japon et de la Corée du Sud, il y a encore des problématiques de coopération entre les deux pays du fait des problèmes du passé, il y a seulement 100 ans. Et ils refusent encore vraiment de parler de coopération, notamment le Japon. Pensez-vous que l'on puisse vraiment dépasser ces anciens problèmes pour passer aux problèmes d'aujourd'hui sans avoir de dialogue international sur notre passé, sur notre histoire? Parce que nous aussi, nous sommes englués, tout comme le sont la Russie ou la Chine. Ça s'entend? Oui. Est-ce que je peux poser 2 micro-questions? Si vous voulez, si elles sont courtes. Merci. Ma première question, vous semblez aller à l'encontre d'une vision, d'une géopolitique réaliste. Vous soutenez un monde qui peut être fondé sur des valeurs, mais justement, quand on voit, et vous doutez que je vous poserai cette question, l'exemple de l'État d'Israël, quand on a des dirigeants qui fondent leurs actions sur l'accomplissement des prophéties d'Isaïe, le ministre de la Défense qui dit que on va agir contre des animaux humains. Est-ce que vous comprenez que certains pays, notamment du Sud global, puissent être gênés par cette contradiction entre des valeurs et des États-Unis qui peuvent soutenir justement ces États qui peuvent aller complètement à l'encontre de ces valeurs qu'ils soutiennent? Et j'aurais une deuxième question pour apporter aussi de la contradiction. Vous parlez de... That was a micro question? Ça, c'était une micro-question? Non, heureusement que vous ne posez pas des macro-questions. La seconde question, vous parlez d'une Russie qui a des menaces expansionnistes, le danger aussi d'une Chine, mais est-ce que vous pensez, en étant un peu réaliste, parce que je pense que c'est important, que Poutine, qui est un pays suffisamment énorme qu'il a géré, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment des tendances à vouloir envahir d'autres pays d'Europe? Et la Chine, qui historiquement est fondée sur une culture plutôt fermée, avec la muraille de Chine, est-ce que vous pensez qu'elle peut aussi être dangereuse, sachant sa composante culturelle? Merci beaucoup. À vous maintenant. Et bon courage.
Waouh! Ce sont de très bonnes questions. Perdre foi en la démocratie, oui. Je crois que c'est une question centrale et les données montrent que les jeunes se préoccupent des enjeux mondiaux d'une façon qui ne préoccupait pas leurs anciens, mais d'une façon qui ne génère pas nécessairement des solutions aux problèmes. Mais pour ceux d'entre nous qui sommes dans ce monde pour essayer de développer des arguments, il est important de faire deux choses en même temps. Tout d'abord, il faut reconnaître les échecs, mais en même temps, il faut défendre les réussites. Par exemple, bon nombre de mes amis à gauche, et en général, j'ai passé la plupart de ma vie à gauche, mes amis sont bien plus consciencieux et complets dans leur critique de l'Occident en tant qu'expérience impérialistique. L'ancien Occident, le nouvel Occident, le monde néo-impérialiste, c'est une question de puissance de bout en bout. Et bon, moi je crois que c'est faux intellectuellement et historiquement. Je ne crois pas que tout soit tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas le cas. Mais deuxièmement, ça n'est pas bon comme politique, parce que si vous délégitimez les institutions à partir d'une position aussi extrême, cela nous complique la tâche à nous-mêmes pour défendre la démocratie, pour défendre les gouvernements constitutionnels, pour défendre des élections qui doivent être équitables et libres. Je crois qu'il faut trouver un équilibre délicat en admettant les échecs, mais en défendant également les institutions fondamentales. Parce que sinon, c'est un effet de sape auto-entretenu, c'est ce que nous disent nos ennemis de la droite, l'Alt-Amérique, comme on l'appelle, ceux qui croient qu'ils sont encore en train de se battre pendant la guerre de sécession. Et donc, l'histoire, on en revient à votre question, à quel point faut-il vraiment surmonter les plaies de l'histoire? Je parlais de Woodrow Wilson. Il en était un bon exemple, d'une certaine façon. Il y a un boulevard Wilson ici. Ces idées ont façonné notre monde plus que toute autre personne au niveau macro. La sécurité collective en est la prémisse, mais ça a été le premier diplomate international à parler de l'autodétermination, à laquelle on reviendra en parlant de Gaza dans un instant. Mais aussi, il faut voir d'un œil neutre quelle a été l'histoire, que beaucoup des gens que l'on a érigés en statue étaient des racistes, des impérialistes, bien souvent des esclavagistes aux États-Unis. Et donc, on peut donc célébrer ce qu'il en est ressorti sans complètement les discréditer, parce que si l'on discrédite l'intégralité de cela, sur quelle base morale pouvez-vous vous établir ou planter votre drapeau? Il ne reste plus aucune base. Il faut une base. Et donc, en partie, cette base se définit en identifiant et en défendant des espaces qui ont été créés par le passé et actuellement pour l'avenir. Alors, les valeurs, les libéraux, en tant que réalistes, se sont vraiment fait casser la gueule par la réalité. On n'est pas des idéalistes, on n'est même pas vraiment tourné vers des valeurs en tant que théoriciens. Nous sommes là pour résoudre des problèmes. Et avec une condition d'interdépendance de plus en plus poussée, le réalisme va vous apporter beaucoup de problèmes. C'est appauvrissant intellectuellement de voir cela d'un point de vue réaliste, et ce sont les libéraux donc, qui capitalisent sur le réalisme à l'ancienne, le traité de Westphalie, les questions de souveraineté et d'autodétermination des États, tout ce qui ressort du XXe siècle, qui au XXe siècle a jeté les bases des idées wilsoniennes
et des autres grands hommes de son époque, l'autodétermination, le droit de se gouverner soi-même qui nous a permis d'arriver à la période post-impériale. Et oui, Gaza et les actions d'Israël à Gaza, mais plus généralement aussi dans les zones occupées palestiniennes, tout cela met tout à fait mal à l'aise les libéraux, parce que cette partie du monde a toujours été séparée, c'est exceptionnel, il y a des règles différentes qui s'appliquent là-bas. Ça n'est pas l'Occident, c'est un peu une sorte de solution pratique temporaire que l'on trouve pour que tout n'explose pas d'un coup, et on remet toujours tout au calendrier grec. Il y avait un plan d'une solution à 2 États qui était en gros le plan wilsonien avec l'autodétermination. Il faut une justice pour tous les peuples qui se voient comme des peuples et qui sont identifiés par eux-mêmes et par le monde extérieur comme ayant un certain territoire. Et on a une idée de là où il faut aller, mais on ne sait pas comment y aller. Il semble qu'on s'en éloigne de plus en plus, mais c'est une zone avec laquelle on a toujours été très mal à l'aise, et donc on la laisse un petit peu se débrouiller, trouver son propre système, et maintenant c'est en train de nous péter à la figure, et il semble que l'Ouest libéral s'occupe de l'Ukraine, mais on se demande comment assurer la cohérence de ces principes lorsque l'on passe d'une région à une autre. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je ne suis pas nécessairement en train de tout exposer ici ce soir, mais vous avez entièrement raison de poser cette question. La Russie, moi je crois que c'est important que l'Ukraine survive. Ils possèdent encore 80% du pays. Et le problème est qu'ils ne vont pas récupérer les 20% qui leur ont été pris, même avec l'aide de l'Amérique et d'autres organisations internationales. L'idée est vraiment de sauver l'Ukraine et d'en faire une affirmation forte qui montre que le monde s'est battu contre cet effort flagrant visant à essayer d'imposer un statu quo à un peuple et pour permettre aux Ukrainiens de déterminer l'avenir qu'ils veulent. S'ils veulent un avenir avec l'UE et l'OTAN, il faudra qu'on en parle. Mais cela, pour moi, c'est plus important. C'est plus une affirmation du fait que Poutine n'a pas eu ce qu'il voulait, plutôt que de faire en sorte que tout revienne à leur territoire d'origine et en revenir à la caisse départ, parce que je ne crois pas qu'on y reviendra maintenant et qu'on n'a pas besoin d'y revenir maintenant, mais il faut en tout cas créer quelque chose qui puisse être une société viable pour l'Ukraine, et là, nous en sortirons tous par le haut. So that's my last word. Ce seraient mes derniers mots sur ce point. J'ouvre les questions de la salle et les questions internautes. Est-ce qu'il y a des questions de la salle, autres que les étudiants? Monsieur? Oui, alors allez-y en premier. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez évoqué la prospérité économique comme l'une des bases du libéralisme international. Et du coup, je voulais vous poser la question à propos des accords de libre-échange qui ont été beaucoup critiqués ces derniers jours en France, notamment par les agriculteurs. Est-ce que le changement climatique et l'adaptation à ce changement climatique, la contrainte sur les ressources, est-ce que ça va sonner le glas du libéralisme international, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une solution qui peut être trouvée sans reposer sur la croissance verte hypothétique? Merci. Merci. Il y avait une question de monsieur. That's good. Bonsoir. Pour la nouvelle industrie de l'armement, Oui. pour la nouvelle industrie de l'armement, est-ce que le fait qu'il y ait des sociétés libérales, des sociétés privées et les sociétés socialistes, donc dépendant d'État, il y aura une collaboration des deux,
est-ce que ça peut représenter un danger par rapport à l'ordre libéral? Merci, monsieur. Une autre question, la dernière. Sinon, on reprend les questions des internautes. Il y a une question, monsieur? Merci. L'Organisation mondiale du commerce, on s'aperçoit que nous traversons une crise profonde. Est-ce que finalement, trop de libéralisme ne tue pas le libéralisme? À partir du moment où un certain nombre de pays en ont bénéficié, en se dissimulant derrière des paramètres qui sont tout à fait discutables. Je pense à la Chine, qui continue à bénéficier du statut de pays en voie de développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Voilà, d'excellentes questions. Vous avez deux questions qui concernent le libre-échange et ce qu'on pourrait appeler le libéralisme économique. Alors effectivement, nous sommes arrivés à un tournant décisif dans la mesure où les États-Unis, depuis des dizaines d'années, ont fait valoir leur leadership dans le monde libéral et au-delà, à travers son engagement dans le sens de la libéralisation des échanges, tout en définissant des règles sous l'égide des pays du G7, autrement dit, en mettant en place un système de libéralisation des échanges avec, bien entendu, la bénédiction du FMI et de l'OMC. L'idée étant que chaque nouvelle génération sera encore plus ouverte et que de nouveaux secteurs, parce qu'il faut voir que l'agriculture n'était pas couverte, enfin au départ, la raison pour laquelle il n'y avait pas d'OMC, c'est parce que l'agriculture était un secteur trop sensible pour pouvoir entrer dans l'enceinte de l'OMC. Il y a d'abord eu le GATT et ensuite il y a eu l'OMC. Et puis, donc, la Chine a joint l'OMC et la Chine a instrumentalisé le commerce et a mis en place sa politique industrielle comme véritable arme politique en mettant sous tutelle l'investissement de sorte que les transferts de propriété intellectuelle ne se fassent qu'au bénéfice des Chinois et au détriment des autres, alors que la Chine, sur le plan géopolitique, était en train de devenir un véritable opposant au système occidental. Donc, on pourrait dire que l'OMC, en faisant venir la Chine, a créé un monstre, quelqu'un qui est là, un membre qui est là pour le détruire. En fait, non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ces choses se sont passées. Il y a eu une grande période de gagnant-gagnant et dans l'idéologie du libre-échange, les États-Unis, de manière assez pragmatique, se sont tout d'un coup dit on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas faire valoir son leadership dans un système où il n'y a que notre marché qui s'ouvre et les autres se ferment. C'est également la position européenne également. Alors, l'administration Biden en subventionnant des technologies vertes avec des applications industrielles, a été imité par les Européens et par les Japonais. Vous avez cela, et puis vous avez le secteur des technologies de pointe. En tout cas, les technologies les plus exotiques. Je parlerai par exemple des semi-conducteurs et des puces électroniques les plus sophistiquées dont la technologie s'est retrouvée happée par la Chine. Et alors,
là, on va se retrouver dans une situation où la technologie de notre monde va être construite, fabriquée dans un autre monde qui va l'utiliser contre nous. Ça ne paraît pas une très bonne idée. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut imposer des limites, des contrôles à l'exportation, pas pour mettre un terme, pas pour bloquer les exportations, mais en tout cas pour la réglementer. Ce que Jake Sullivan, dans mon propre pays, a pu dire, c'est qu'il faut avoir des petits précarés avec des hautes palissades. L'idée, c'est qu'on ne va pas donner les joyaux de la couronne, de notre couronne à Pékin. Certes, ce n'est pas un monde que nous appelions de nos voeux, mais dans notre monde, on ne peut pas se permettre d'avoir un système qui soit unilatéralement ouvert avec rien qui en contrepartie. Cela ne tient pas la route. Et si Biden n'arrive pas à obtenir des règles efficaces, on va se retrouver avec Trump ou même quelqu'un de pire que Trump sur le plan du protectionnisme. Donc, ceux qui préconisent un système ouvert doivent faire leur travail en politique intérieure pour quand même protéger notre pays contre les véritables traîtres, les bad guys, et la même chose s'applique à l'Europe. Ce que vous dites sur que trop de libéralisme tue le libéralisme, je vous rejoins tout à fait. De ma conférence, je dirais que c'est que l'ordre international libéral, effectivement, se compromet lui-même. Hein. C'est comme le vainqueur qui s'effondre au moment du succès. Pour tenir la route, il faut constamment se réinventer. Les gouvernements doivent faire les choses ensemble, en coopérant, en laissant de côté maintenant l'industrie des armements. Pourquoi? Parce que l'industrie des armements, malheureusement, elle n'est pas prête de disparaître. Tout ce que je peux dire par rapport à cela, c'est qu'il nous faut d'abord des démocraties saines, et il faut les maintenir là, parce que, enfin, vous vous rappellerez l'avertissement d'Eisenhower dans les années 50, le complexe militaro-industriel est à la fois une industrie dont on a besoin, et dans une république, c'est quelque chose dont il faut en même temps se défier ou se méfier, parce que ce complexe militaro-industriel est là dans les coulisses. Alors, certes, nous voulons nous défendre contre les ennemis extérieurs, mais on ne veut pas se retrouver dans un État caserne. Nous voulons rester des démocraties, nous voulons rester des républiques démocratiques en gardant à distance, effectivement, la puissance militaire. Donc, il faut équilibrer les intérêts nationaux, les intérêts internationaux. Il y avait des questions d'internautes? Non. Merci beaucoup. Évidemment, on le voit avec la réunion de la conférence sur la sécurité à Munich et les prises de position des Européens. C'est vrai que les temps se resserrent pour les démocraties européennes et pour l'ordre international que nous avions contribué collectivement à bâtir et qui se trouve aujourd'hui exposé à des difficultés, à des attaques redoutables. C'est un moment, je crois, historique pour nos démocraties. C'est un moment historique pour l'ordre international de demain. Vous avez tracé un certain nombre de pistes. Je pense que de toutes les façons, tout est question de volonté dans ces affaires. Vous n'avez pas prononcé, vous avez souvent évoqué le nom de Wilson, vous n'avez pas prononcé le mot idéalisme, mais idéalisme peut rimer aussi avec libéralisme. Je vous remercie beaucoup pour votre présence.